Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, à Forêt-Caria, le préfet poursuit sa visite de prise de contact. La semaine dernière, colonel Mamadou Lamarane a rencontré les responsables de Rio Tinto Simfer. Au menu des débats, les grands projets miniers du pays. Diabète et AVC, deux pathologies qui touchent des centaines de Guinéens. Ces maladies silencieuses sont souvent détectées à un stade tardif. Nous allons partir à la rencontre de deux patients qui sont affectés par ces maladies. À venir également cet incendie au quartier Imbaya dans la commune de Matoto. Il n'y a pas eu de mort, mais on parle des dégâts matériels importants. La famille touchée est inconsolable. C'est tout pour le titre. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, Conakry face à l'encombrement anarchique de ses espaces publics, à l'asphyxie de ses artères vitales et à la fragilisation croissante de la sécurité et de la salubrité urbaine, l'inaction n'était plus une option. Les opérations de déguerpissement engagées dans la capitale guinéenne par les autorités s'inscrivent dans cette logique de rupture, une décision difficile, socialement sensible, mais structurellement nécessaire. Suivez cet éditorial de Fatmata Kourouma. Il y a des décisions publiques qui, par leur sensibilité sociale, exposent le pouvoir à l'incompréhension immédiate, mais qui, par leur portée structurelle, s'imposent comme des actes de responsabilité historique. Les opérations de déguerpissement actuellement menées à Conakry relèvent de cette catégorie. Elles ne sont ni une brutalité institutionnelle, ni un caprice administratif. Elles sont le symptôme d'une ville qui refuse désormais de s'abandonner à l'anarchie. Depuis trop longtemps, l'espace public de la capitale guinéenne s'est rétréci sous le poids d'occupations illégales et désordonnées. Trottoirs confisqués, voies obstruées, carrefours étouffés, caniveaux bouchés, la ville s'est progressivement retrouvée piégée par ses propres dérives. Ce désordre n'a pas seulement ralenti la circulation, il a fragilisé la sécurité, entravé l'accès des secours, favorisé l'insalubrité et accru la vulnérabilité face aux inondations. À ce stade, ne rien faire aurait été une faute. Déguerpir dans ce contexte n'est pas détruire, c'est libérer. Libérer les voies pour que les citoyens circulent dignement. Libérer les trottoirs pour que les piétons marchent en sécurité. Libérer les caniveaux pour que l'eau s'écoule et non pour qu'elle submerge les quartiers à la première pluie. C'est réaffirmer que l'espace public appartient à tous et non à quelques-uns, aussi nombreux ou visibles soient-ils. Les autorités, en engageant cette reconquête urbaine, posent un acte clair, celui de restaurer l'autorité de la règle dans un environnement longtemps livré à l'improvisation. Une capitale ne peut aspirer à la modernité sans discipline spatiale. Aucune métropole au monde ne s'est développée durablement en tolérant l'occupation anarchique de ses artères vitales. Conakry ne fait pas exception à cette vérité universelle. Ce déguerpissement a entraîné aujourd'hui une fluidité dans la circulation et je pense que c'est une bonne initiative. Et j'apprécie le travail effectué dans ce sens. Et en matière de sécurité aussi, l'ancienne situation n'était pas favorable à la sécurité non plus des commerçantes. Et aujourd'hui, en matière de sécurité, je pense que les citoyens sont mis à l'abri parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de transport. On ne les maîtrise pas à 100% parce qu'il y a des pannes qui peuvent subvenir dans la circulation, surtout les camions. Mais avec ce déguerpissement aujourd'hui, vraiment les citoyens sont mis à l'abri. Ce sont des décisions parfois que les citoyens n'apprécient pas au prime abord, mais après, on se rend compte effectivement de la nécessité de déguerpir la chaussée. Ça va dans l'intérêt de tous, dans la sécurité de tous. Bien sûr,
Ces opérations ont un coût social. Derrière chaque installation déguerpie, il y a des revenus et des habitudes. Mais l'émotion, aussi légitime soit-elle, ne peut servir de boussole unique à l'action publique. Lorsque le désordre collectif met en péril la sécurité, la santé et la dignité de millions de citoyens, l'intérêt général doit prévaloir. Gouverner, c'est parfois choisir le difficile pour éviter le chaos. Au-delà de l'urgence, ces déguerpissements dessinent une ambition, celle d'une capitale réorganisée, respirable et planifiée. Une ville où l'on élargit les voies au lieu de les rétrécir, où l'on aménage des trottoirs, des espaces verts, des infrastructures durables. Une ville capable d'attirer les investissements, de soutenir la croissance économique et d'offrir à ses habitants un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations. La modernisation d'une capitale ne se proclame pas, elle se construit. Et cette construction passe inévitablement par des choix impopulaires, mais nécessaires. En libérant l'espace public, Conakry amorce une transition décisive, celle du passage d'une ville subie à une ville pensée. Ces opérations de déguerpissement ont d'ailleurs démontré leur pertinence de manière éclatante lors de la récente cérémonie d'investiture du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Conakry, qui accueillait des milliers de citoyens ainsi que des délégations venues de plusieurs pays, a su offrir un visage ordonné et maîtrisé. Les grandes artères menant aux sites stratégiques, notamment au stade général Lansana Conté de Nongo, ont été dégagées, permettant une circulation fluide et sécurisée à la hauteur de l'importance historique de l'événement. Grâce à la libération des emprises publiques, les dispositifs de sécurité, de transport et de secours ont pu être déployés sans entrave. Les convois officiels, les services d'urgence et les flux massifs de population ont circulé sans les blocages habituels qui paralysent trop souvent la capitale lors des grands rassemblements. Cette fluidité n'a pas été le fruit du hasard, mais le résultat direct d'un travail en amont visant à rétablir l'ordre urbain et à anticiper les exigences logistiques d'un événement d'envergure internationale. Au-delà de la réussite opérationnelle, c'est l'image même de Conakry qui s'en est trouvée revalorisée. Une capitale plus lisible, plus propre, plus respirable s'est offerte au regard des visiteurs, des médias et de la communauté internationale. Cette vitrine urbaine rendue possible par la reconquête de l'espace public a projeté l'image d'une Guinée capable d'organiser, de sécuriser et de moderniser ses grands rendez-vous nationaux. Elle confirme que les déguerpissements, loin d'être de simples opérations ponctuelles, constituent un levier stratégique pour hisser Conakry au rang de capitale africaine qui assume pleinement leur ambition. Actuellement, on ressent l'heure pure. Vraiment, avec ce déguerpissement, ça fait sortir l'image maintenant de la beauté maintenant du pays. Pourquoi nous sommes là, on applaudit pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont accepté ça. Et nous aussi, je vais dire maintenant à nos mamans, à nos sœurs maintenant, d'essayer d'aider ce gouvernement pour qu'on puisse maintenant se développer ensemble. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, ces opérations s'inscrivent dans une vision assumée de refondation de l'État et de restauration de l'autorité publique. Fidèle à son engagement de bâtir une Guinée disciplinée et équitable, le chef de l'État a fait le choix du courage politique face à des dérives longtemps tolérées. En plaçant l'ordre urbain, la sécurité des citoyens et l'intérêt général au cœur de l'action gouvernementale, il affirme une gouvernance qui privilégie la responsabilité, la cohérence et le long terme, convaincu qu'aucun développement durable n'est possible sans règles claires et respectées par tous. L'histoire jugera ces déguerpissements non à l'aune des cris du moment, mais à celle des résultats durables. Si la capitale guinéenne devient plus fluide, plus sûre, plus saine et plus attractive,
Alors, ces décisions aujourd'hui contestées apparaîtront demain comme les fondations courageuses d'un avenir urbain maîtrisé. Dans cette nouvelle république en construction, le président Mamadi Doumbouya a clairement fixé le cap. L'État doit redevenir exigeant envers lui-même. Les commis de l'administration publique sont désormais appelés à plus de rigueur, de discipline et de cohérence dans l'application des décisions. Gouverner ne saurait se limiter à édicter des règles. Il faut les faire respecter avec équité, constance et exemplarité. L'autorité de l'État, pour être légitime, doit d'abord s'incarner dans la responsabilité et le professionnalisme de ceux qui la représentent. Mais cette exigence ne saurait être unilatérale. Elle interpelle également les populations, invitées à inscrire le civisme, le respect des règles communes et de l'autorité publique au cœur de leur quotidien. Une ville organisée ne peut exister sans citoyens responsables, conscients que l'espace public est un bien collectif à préserver. Le respect de l'ordre urbain, loin d'être une contrainte, devient alors un acte de participation à la construction nationale, condition indispensable pour bâtir une capitale moderne, une république forte et un avenir partagé. Justement, ces opérations de déguerpissement s'inscrivent dans une vaste dynamique de modernisation et d'assainissement urbain visant à améliorer le cadre de vie des populations. Soucieuses d'atténuer l'impact social de ces mesures, les autorités ont engagé l'aménagement de sites de relocalisation destinés aux marchands installés le long des principales artères de la capitale. C'est dans ce contexte que le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, s'est rendu sur le terrain ce lundi. Compte rendu, Oumar Bari. Les opérations de déguerpissement actuellement menées dans la ville de Conakry s'inscrivent dans une démarche globale de restauration de l'ordre urbain et de protection de l'intérêt général, ainsi que de modernisation urbaine. En libérant les espaces publics et les emprises des voies publiques illégalement occupées, les autorités entendent améliorer la mobilité urbaine, réduire les embouteillages chroniques et renforcer la sécurité des usagers de la route. Afin d'atténuer l'impact social de ces mesures, des sites de relocalisation destinés aux marchands déguerpis le long des grandes artères sont en cours d'aménagement. À Nkosenke, un vaste site est déjà à un stade très avancé de construction avec plus de 3000 places prévues pour accueillir des milliers de commerçants. Nerse min fala jamanye anana président général Mamadi Doumbouya nye anse wananye parce que jamana ti se développer la ni ko do make akan toro kan dimi kono ankalo amba bo pay do makana ambra anya ina na jamana no nyamma na ambra masa soro men na jamana sania wallahi amagba man toro parce que ankalo atina la antulati anala nda denda ndi ya musolandi na baran nawli angili trama yati comme men ken be kwari na place dama donc wole ka ke amone da han yorodo me an kala lo amma keleke amma sonko ke be kisiki mafa kanya be na masanyu mama abara an ko sege kurba men dama bi dengena an sawani kawasada no Amatoto c'est
a les responsables de Rio Tinto Simfer. Il était question d'échanger avec eux sur les grands projets miniers du pays. Il leur a été également transmis le message du Mamadi Doumbouya. Plus de détails avec Alpha Isiagaba. Face à face, les autorités préfectorales de Fourikaria et des responsables de Rio Tinto Simfer. Nous sommes très ravis. C'est une mission régalienne qui nous permet d'être auprès de nos partenaires pour les encourager, les féliciter par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire pour la Guinée. Bon, tenu une rencontre avec les partenaires miniers au bureau. Et ce que nous avons vu ici, vraiment c'est incroyable. Je suis impressionné de l'état d'avancement des activités et surtout la qualité d'activité que j'ai vue ici. Vraiment, je suis fier aujourd'hui de me sentir à l'aise. Une telle infrastructure se réalise de notre collectivité. Après la rencontre, autorités préfectorales ainsi que les responsables de Rio Tinto Simfer sont sur les chantiers. Dans la foulée, le préfet de Fourikaria a transmis le message de paix du président Mamadi Doumbouya. C'est un projet phare pour notre président, le président visionnaire. C'est un projet phare pour que la Guinée se développe. Parce que ça se concrétise sur le terrain. Ce n'est pas un projet pour 2 jours ni un projet pour 3 jours. C'est un projet à long terme pour la Guinée, pour la République de Guinée. La visite des installations des sociétés minières évoluant dans la préfecture de Fourikaria va se poursuivre. Le préfet Lamarana Diallo veut s'enquérir de la bonne exécution de ces grands projets de développement de la Guinée. Santé. Et ce soir, on s'intéresse aux accidents vasculaires cérébraux et le diabète, véritable problème de santé publique. Dans les hôpitaux, ces pathologies constituent les premières causes de consultation des maladies dont le traitement nécessite des coûts très élevés. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de 2 patients qui vivent avec ces maladies. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Tierno Maroufba. Octobre 2024, la vie d'Abdoulaye bascule brutalement après un accident vasculaire cérébral. Depuis, le quotidien de ce plombier est rythmé par des allers-retours insensés entre son domicile et l'hôpital. Installé à Kouria, il parcourt près de 60 km pour recevoir des soins au CHI Niasdine. Malgré les contraintes du trajet et le coût élevé du traitement, Abdoulaye s'accroche. Grâce à une prise en charge régulière, il parvient tant mieux que mal à stabiliser sa maladie. Bon, ma bouche était déformée. Aujourd'hui, c'est revenu à 95%. Ma main aussi, je ne pouvais pas soulever la main gauche. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec Dr Tiré et ses collaborateurs, m'ont aidé à avoir au moins les 95% de santé. Je quitte à Kouria pour venir à Conakry, il faut déplacer chaque fois. Donc je viens ici, je fais la visite, je remonte. Bon, après, une fois, je passe la nuit chez mon frère pour alléger un peu la dépense. Bon, la difficulté de la prise en charge réside dans l'exploration, parce que on n'a quasiment pas le scanner ou l'IRM sur l'hôpital national Niasdine. Donc quand on reçoit les malades, on suspecte un AVC, on prescrit des examens complémentaires. Donc les patients sont obligés d'aller en privé ou dans d'autres structures sanitaires pour réaliser l'imagerie en rapport avec l'AVC. À l'unité de prise en charge des pieds diabétiques du CHU Donka, nous rencontrons Mamadou Salou Diallo. Diabétique depuis 17 ans, il vit avec des revenus modestes. Ces médicaments souvent coûteux sont pris en charge par des membres de sa famille. Après plusieurs consultations dans les différents hôpitaux, en Guinée comme à l'étranger, l'évolution de la maladie a pris une nouvelle tournure pour Mamadou Salou. J'ai commencé le traitement de cette maladie à l'abbaye. C'est là-bas que j'ai été détecté du diabète. Mais depuis ce jour, j'ai trop démarché pour mon traitement. Toute mon économie est partie dans ça et jusqu'à présent, ça ne fait qu'empirer. Quand tu as une maladie comme le diabète, le coût est énorme. L'accès aux médecins, l'accès aux médicaments et l'accès aux examens. Ça nécessite un contrôle régulier
une hygiène de vie alimentaire qui a un coût derrière et le bilan de retentissement du diabète pour éviter ces complications-là, la consultation du cardio, la consultation d'ophtalmo, le bilan rénal et tout ceci-là, c'est un coût derrière. Ces pathologies AVC et diabète sont aujourd'hui en nette progression en Guinée. Les accidents vacillo-cérébraux représentent d'ailleurs la première cause d'hospitalisation au service de neurologie du CHU de Niasdine. Une situation qui interpelle et qui souligne l'urgence d'un meilleur dépistage et d'une prise en charge renforcée pour les patients. Campagne de vaccination des chiens contre la rage à Koya et Forikaria. L'opération se poursuit. Une initiative du ministère de l'Élevage à travers sa direction nationale des services vétérinaires. Cette campagne qui touche tout le territoire national vise à protéger la population de cette maladie mortelle transmise par les chiens. Le point avec Noumoussou Diakité. Au cœur de cette campagne se trouvent les vétérinaires et les agents de santé animale qui se rendent dans les villages et les quartiers des préfectures de Koya et de Forikaria pour administrer le vaccin aux chiens. Équipés de matériel adéquat, ils parcourent les rues et les concessions à la rencontre des propriétaires de chiens pour les sensibiliser sur l'importance de la vaccination et les inciter à amener leurs animaux afin de préserver la santé publique. Les propriétaires de chiens, les voisins, n'ont qu'à informer, n'ont qu'à sensibiliser leurs cohabitants, s'ils ont des chiens, d'envoyer les chiens pour la vaccination. Nous aurons aussi effectivement des points fixes dans chaque commune, dans chaque quartier, pour qu'effectivement on puisse atteindre presque les 100% de couverture. Je lance un appel solennel à la population de Koya de mobiliser tous les chiens afin qu'ils soient vaccinés à grande échelle. Nous avons beaucoup de chiens errants et j'ai invité également les équipes à faire en sorte que ces chiens soient vaccinés. Les citoyens de Koya et de Forikaria apprécient cette action du ministère de l'Élevage qui favorise une cohabitation plus saine entre l'homme et l'animal. Si le chien n'est pas vacciné, c'est pas bon. Donc, ce que vous avez fait là, je vous remercie beaucoup. Je suis contente. Maintenant, les chiens là maintenant, je n'ai plus peur. J'ai entendu le message là. C'est la première fois dans l'histoire. On remercie l'État, on remercie le général Mamadi Doumbouya. La Banque mondiale est également engagée dans cette lutte contre la rage. Elle apporte un appui technique et financier à la Direction nationale des services vétérinaires pour préserver la santé animale et humaine contre cette zoonose mortelle en Guinée. La promotion de l'entrepreneuriat jeune fait du chemin dans la commune urbaine de Koya. La jeune chambre internationale Koya Avenir est engagée pour l'accompagnement de processus de développement local. Cette structure vient réorganiser son équipe dirigeante pour un mandat d'1 an. Le point avec Aboubakar Diaby. À Koya, les structures de jeunesse continuent d'appuyer le processus de développement local des collectivités. Les membres de la Jeune Chambre internationale Koya Avenir prônent cette stratégie pour renforcer l'idée entrepreneuriale au sein de la commune. Ici, cette structure fédératrice de jeunesse reste caractérisée par la rigueur, la responsabilité et le professionnalisme. Il était l'heure pour nous aujourd'hui, avec toute l'équipe de 2025, de passer le flambeau à l'équipe 2026. Et de façon générale, nous avons été témoins en tout cas de la réalisation de nombreuses activités impactantes pour notre communauté, à savoir notamment la formation des jeunes leaders de Koya, le service à la communauté, des activités que nous tenons vraiment à cœur. Et également, nous avons fait la promotion de l'entrepreneuriat en donnant la latitude à des femmes et à des jeunes filles de créer des activités génératrices de sources de revenus. Après un an de mandat, JCI Koya Avenir réorganise son équipe dirigeante pour la bonne continuité de ses actions. Cette organisation citoyenne se penche déjà sur des mécanismes innovants susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population de Koya. Cette fois-ci, on fera des projets à fort impact, les projets dont l'impact est durable. Par exemple, le projet Mon environnement, ma santé, c'est un projet qui nous permet d'offrir aux lieux publics les poubelles, les bouilloires et les balais qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'hygiène et de santé dans les lieux publics.
Au cours de ces retrouvailles, il a été question de définir de nouvelles orientations stratégiques de la JCI Koya Avenir. Ce nouvel élan prend en compte les défis liés à la formation des jeunes, à l'entrepreneuriat local et à la réalisation des activités citoyennes comme le don de sang et l'assainissement. Promotion également de l'excellence au sein de la jeunesse. De nouveaux membres constitués de jeunes ont rejoint le Rotaract Club de Conakry après avoir acquis des notions sur le leadership et le développement personnel. Ces jeunes s'engagent à apporter leur contribution pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Nabila Moussa Kamara. En ce début d'année 2026, le Rotaract Club de Conakry renforce ses effectifs afin de mieux servir et impacter les communautés. De nouveaux membres sont intégrés à cette organisation juvénile après une phase de formation axée sur le leadership et le développement personnel. Ces nouveaux rotariciens s'engagent à contribuer activement à l'atteinte des objectifs du club. Nous avons bénéficié plein de formations. Je suis vraiment engagé d'abord pour servir ma communauté et l'État. Il ne faut pas te demander qu'est-ce que l'État peut faire pour moi, mais il faut te demander qu'est-ce que moi personnellement je peux faire pour l'État. En dehors de l'université, j'ai beaucoup appris par ce club. Je suis venue dans ce club, je ne savais pas du tout qu'il existait ce genre de choses en Guinée ici. On est là, on se donne à fond, on sert sans rien attendre en retour. À travers cette cérémonie d'intronisation, les responsables du Rotaract Club de Conakry entendent promouvoir l'excellence et l'engagement citoyen au sein de la jeunesse guinéenne. Former et encadrer des jeunes capables de devenir les leaders de demain figure parmi les principales ambitions de la structure. Les nouveaux membres, depuis postulant déjà, ils étaient dans des commissions stratégiques où ils servent déjà, ils ont des responsabilités. Ils rejoignent la grande famille rotarienne, donc je les invite à maintenir le même engagement et le même dynamisme. Après plusieurs années de participation active, certains membres ont officiellement reçu leur fanion. Des conseils pratiques sont également prodigués aux nouveaux intronisés afin de les préparer à œuvrer efficacement au service des communautés avec courage, engagement et persévérance. Et puis, les responsables des structures Omega et du Mouvement mondial des femmes, filles leaders panafricaines et caribéennes, ont animé un point de presse. Il était question d'expliquer aux professionnels des médias la nécessité de célébrer la Journée mondiale de l'éducation. Le récit avec Mikini Moussa Kamara et Marwan Kamara. La Journée mondiale de l'éducation est célébrée chaque 24 janvier pour souligner l'importance de l'éducation dans le développement durable et la paix. En Guinée, les structures Omega et du Mouvement mondial des femmes, filles leaders panafricaines et caribéennes invitent les professionnels des médias pour expliquer la portée de cet événement. L'appel, c'est quoi aux familles? Les enfants doivent être scolarisés. Ils doivent pousser les enfants, encourager les enfants à aller à l'école, les maintenir à l'école. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 à l'initiative de l'UNESCO. Parce que l'éducation incombe à nous tous ici présents, la société civile, le gouvernement, qui doit revoir donc sa politique éducative, surtout au niveau de l'allocation donc du budget rattaché à l'éducation, dont l'UNESCO et la Banque mondiale recommandent 20%. La Journée internationale de l'éducation vise à rappeler que l'accès à une éducation de qualité est un droit fondamental. C'est un levier essentiel pour réduire les inégalités sociales et économiques à l'échelle mondiale. Sur un autre plan, elles rendent justice, mais restent minoritaires dans la sphère de décision. À Conakry, un forum a réuni les femmes des droits déterminées à faire tomber les barrières invisibles qui freinent leur ascension. Elles plaident pour une justice plus équitable et humaine. Des précisions avec son Assagno et Fodé Camara.
Briser le plafond de verre dans l'appareil judiciaire guinéen, c'est l'enjeu de ce forum pour juguler la faible représentativité des femmes. Pour la coordinatrice de l'événement, une justice inclusive n'est pas une option, mais une exigence démocratique pour identifier les obstacles et renforcer les compétences au féminin. Ce forum est né d'un constat du manque de représentation des femmes dans les professions juridiques et judiciaires en Guinée. Mais je pense que cela est dû aussi à un manque de soutien. Donc je demande à ces professionnels-là de nous accompagner et d'accompagner ces jeunes filles à aller jusqu'au bout de leur parcours académique. Dans l'Assemblée, un auditoire prestigieux composé de magistrates et d'avocates de renom venus témoigner des freins qui entravent encore l'ascension de leurs consoeurs. Par rapport à la présence féminine des femmes au niveau des avocats, elles sont pour un taux de 26% de femmes avocates, 15% de femmes magistrates, une femme qui est conseillère juridique au sein du gouvernement. Cela veut dire que franchement, il y a des disparités. Mais il va falloir que nous, les femmes, que nous acceptions de nous affirmer et de chercher à être compétentes. Le débat, bien que technique, porte une ambition profonde, humaniser la loi par la mixité, tout en encourageant un engagement institutionnel ferme en faveur de l'égalité et même de l'équité. Parce qu'avant de participer au concours d'intégration au métier du droit, il y a d'abord une période de stage. Par exemple, moi qui veux devenir avocate, il y a au moins 3 ans de stage avant de passer le CAPA. Si nous n'avons pas de possibilité d'avoir accès au stage, comment allons-nous nous préparer dans la pratique afin d'affronter le monde professionnel? L'initiative qui a été prise par ce forum est une initiative qui mérite d'être encouragée par tous et surtout par le gouvernement. Parce que quand vous prenez nos textes de loi, à commencer par la Constitution et d'autres lois qui ont été votées, sans compter les instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, alors on a toujours prôné l'égalité entre la femme et l'homme. Les temps forts de la journée a été le concours de plaidoirie. En prônant une présence accrue des femmes, ce forum pose les jalons d'une réforme structurelle de l'appareil judiciaire et de l'état de droit. Hors de la Guinée, les rideaux sont tombés sur le Salon mondial du tourisme en Espagne. La participation de la Guinée a été remarquable à ce rendez-vous du tourisme international. Pendant 5 jours, les exposants guinéens ont vendu le riche potentiel culturel, artistique et touristique des 4 régions naturelles du pays. Amadou Touré commente les images de Mohamed Souma. À travers son riche potentiel culturel, la Guinée a marqué ce rendez-vous mondial du tourisme futur 2026 ici à Madrid. Au rythme des guembé, balafons, tam-tam et autres éléments apportés par les exposants guinéens dans ces stands, le rouge jaune vert était fièrement représenté en Espagne. Une fierté pour les participants du pays aux 4 régions culturelles. Les potentiels investisseurs pour leur présenter notre portefeuille de différentes possibilités d'entrepreneuriat, les différentes possibilités d'investissement en République de Guinée. Et il y a des tours opérateurs que nous avons rencontrés qui sont intéressés à la République de Guinée. Et il y a aussi les contacts au niveau de certains pays africains dans le cadre du tourisme interafricain, non seulement dans la sous-région ouest africaine et en Afrique en général. Il faut rappeler que c'est également une grande opportunité pour nous de montrer au monde entier que la Guinée est un réel paradis, comme on le dit. Mais aussi, on essaie de se positionner à travers le tourisme mondial. On essaie donc de vendre la Guinée, alors dans le sens positif justement, de montrer aux gens que la Guinée regorge d'un potentiel touristique inestimable. En participant 3 fois consécutives à ce salon, la Guinée a démontré aux faces du monde son réveil touristique et sa dynamique à faire du tourisme un levier important de son économie, ce
conformément aux ambitions du président de la République, Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040 dans le secteur de l'éducation et de la culture. Nous avons vu un intérêt particulier que les gens avaient pour la Guinée, notamment les tours opérateurs qui veulent intégrer les circuits touristiques guinéens dans leurs produits de l'année prochaine. Et nous pensons que cela va se matérialiser très rapidement à travers la vente de la destination Guinée sur le marché européen et à l'international. Le Salon international du tourisme futur 2026 a connu cette année la participation de plus de 10 000 entreprises venues de plus de 160 pays et régions du monde pour présenter leurs réalisations, leurs innovations et les opportunités de coopération offertes par l'industrie touristique mondiale. Événement triste, ça s'est passé au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto. Un incendie s'est déclaré dans une concession. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Tout est parti en fumée. La famille, sous le choc, demande de l'aide auprès des autorités. Alpha Isiagaba. Plafond et tôle noircie, vêtements et objets de valeur réduits en cendres. C'est le triste bilan de l'incendie survenu au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto. En quelques minutes, les flammes ont tout ravagé. Les biens de cette famille sont partis en fumée. Mon neveu qui est venu me dire qu'il est en train de sentir l'odeur de la fumée. Je lui ai dit, bon, va voir dans le salon qu'est-ce qui se passe. Dès qu'il est venu me dire, bon, il y a le feu dans la chambre de ma soeur. Donc, dès que je suis venu, j'ai défoncé la porte et ça trouvait que vraiment tous les objets qui se trouvaient dans la chambre de ma soeur avait commencé à être consumé par le feu. Selon les témoignages, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont énormes. Sans abri, la famille a passé la nuit à la Belle Étoile. Aujourd'hui, je lancerai un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté qu'ils nous viennent en aide parce que ce qui est arrivé comme ça, c'est une catastrophe. Personne ne souhaite que ce genre de trucs se produisent dans une concession. Mes marâtres, mes tantes, mes soeurs, ma maman, elles sont toutes dehors. On a passé hier la nuit dehors. Ces derniers temps, les incendies se multiplient dans les ménages. À chaque fois, le même scénario. Des femmes dévastatrices et des familles plongées dans le désarroi. Les dégâts, eux, sont souvent considérables. Pour terminer, dans la préfecture de Massanta, fin de la première édition du festival régional des clubs dotés du trophée Mohamed Dak Komara, une initiative de Codesco qui visait à renforcer l'entente et promouvoir le football à la base. La finale qui a opposé le club FC Mamadi de Massanta à l'Académie football de Gekedou n'a pas eu de vainqueur. Les deux équipes se sont réparties le trophée et les prix au nom de l'unité et de la paix. Moussa Komara. C'est dans une ambiance festive et de grande ferveur populaire que s'est disputée cette finale de la toute première édition du tournoi de football doté du trophée Mohamed Dak. Un événement sportif qui a tenu toutes ses promesses selon les organisateurs. Nous sommes satisfaits du déroulement de la compétition parce que tout ce qui a été planifié ont été exécutés à la lettre et la réussite a été de taille. Ce tournoi de l'unité et de la paix a mobilisé 12 équipes venues des villes de la région forestière. L'idée est de renforcer les liens séculaires et promouvoir le football à la base. Nous avons décidé d'accompagner ce tournoi. C'est pour aider les jeunes à s'épanouir, à renforcer l'unité entre les fils pour que la paix règne en région forestière. Dans cette finale, deux formations talentueuses et ambitieuses. L'Académie foot de Gekedou, habillée en rouge, est opposée à FC Mamadi. Engagement, combativité, intensité et discipline tactique ont rythmé cette finale âprement disputée. Durant 90 minutes de jeu, pas de but. Séance de tirs au but, tous les 22 protagonistes ont marqué. Le trophée a été alors partagé entre les deux équipes qui ont proposé un spectacle à la hauteur de l'enjeu. Je remercie nos supporters qui nous ont soutenus ici. De Gekedou à Massanta, nous sommes déplacés, c'est pour remporter le trophée là. Voilà, c'est le trophée là qui est là. Donc nous sommes fiers d'être
d'être ici à Massanta. Au nom de monsieur le préfet de Massanta, de les remercier pour la taille et la qualité de l'organisation. Parce que nous avons vu au stade, il n'y a pas eu de faille. Les joueurs étaient là, ils se sont mobilisés dans la ferveur pour donner un éclat particulier à cet événement. Cette première édition réussie augure d'un avenir prometteur pour le développement du football à la base et la promotion de la consolidation du tissu social dans cette ville des montagnes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.